Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur La Parenthèse. C'est déjà le dernier numéro de cette semaine. Eh bien, aujourd'hui, on va s'intéresser à un ovni du moment, quelqu'un qui nous fait promener dans Cotonou, pas à la manière d'un guide, mais à la façon d'un grand maître de la parole, un griot tout simplement. Et puis, l'autre qu'on va découvrir dans cette émission n'est pas un maître de la parole, mais un as du papier plié. L'origami, cet art japonais, nous livre aujourd'hui tous ses secrets. Ce sera avec Nicanor Kovi. Et puis, une interrogation dans cette émission. Pourquoi tant de couples monoparentaux, sinon tant de familles monoparentales dans les rangs de la jeunesse d'aujourd'hui? On fait le débat, madame, monsieur, la parenthèse. On a commencé cette semaine avec Brice Dragomi, puis après le De Jésus Comedy Club. Aujourd'hui, on découvre un autre humoriste béninois. Lui, c'est Afou Toutou. Afou Toutou vient dans ce sketch où il joue un enfant, pour le moins, excusez du peu mal poli. Je voudrais que ce soit tout le mettre à l'aise. Moi, je ne suis plus à ce stade. Maman, Moi, je veux un homme qui veut me marier. Un homme qui sera à moi. Il va rester du matin jusqu'au soir avec moi. c'est ça que je dis. Non. Quand tu veux juste coucher avec moi, je suis fatiguée d'aller d'homme en homme. Oui, je suis fatiguée. Si on me voit aujourd'hui avec Zissou, demain c'est Jack, il a déjà fini et je dois encore trouver un autre. Maintenant, c'est Isaac. Je sais. C'est pour cela que je ne veux plus faire les semaines passées là. Je ne veux plus répéter. Non, Donc si tu sais que tu veux être mon mari, là il n'y a pas de souci. Mais après de coucher maintenant là, il faut mettre de côté ça. Ça là, mets ça de Tu côté sais là. ce qu'on va faire. Comme c'est ça, je veux. Nous allons faire ça et maintenant revenir le monato des fois. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais aujourd'hui, là, je dirais que on va là. Tu comprends un peu. Je vais accepter. Madadi Mais Goni nous, o, à droit à dire comme il a dit, va dire il va donner. Comme il y a le monde, il y a pas de souci. Madadi Goni o. On va reporter ça là-bas. Etilo Derun Doni. Madadi. C'est normal ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai un zoom bleu noué. Comment c'est bon pour kati tu es trop kati tu es bon c'est moi moi. Anonda Digman yon let di. On y en a dit moi on lève vite. Wano no pia. Aja wano no mo wa. Non non j'avais non allo. Ba awale ko an Digman do yon let ko bo yon le o. C'est que ada Digman yi ka ko anu da kan ya mo jodo. Ada kan ya mo jodo amela ya jodo na. An jodo délégué ya an jodo conseiller. En tu e gandi a Digman do yon le. OK, moi ne on faire ouais. Yon le si no bla mi. On a dit que nous yon nous to no yi do na. Non c'est la no quartier vi faire non pas oui. Baron bida ouais ba e wa jensi mais béton béton na kwa velo dire que creuse aidé avant tout non c'est oui non c'est na non avec tout le dia non blo Ato we yome. Ano yome. Akanja awa jabe na to se. We kanji pe. Gbe na pono no fi ogbe we jawe. Ko mere la. Aba be do no na ti. Aba ga to te gbabo. Afon Àwọn afon toto Avant tout, est-il un tatoué, mais son brillant, mais à tel état, faut pas l'heure, mais. Avant de y aller, député ka wa dile o. Ye ko voter se. Goro me de ma so ke no me de si ko me o. E me o te gbigbe wa. E te nda gbe wa. Me de ma so ke nde me o. Ye nu ya me ton gbe, mi ya mi ton le gbe bo joye ton do. Wa afo ke wa anu ke lo me wa be ku jo la. Tu e ganji. Avant tu e ganji me wa. Bueno wa so ro ku mo bi wa. Bueno wa so bi. O ja ji ni me na o. Ganji. Na don ke de je o. Na don Jidas Karabi Nadoni. Nadoni modeste dessus. Algania. Tu m'as pris un nouveau, tu m'as pris deux soins nouveaux. Adopant comme bon pour la courbe. Alors,
Je vais t'ajouter une dizaine. Je vais t'ajouter une dizaine. Mais ma soeur, mi do mi tole ro kati o bojo afun tuntun do. Pe tu me ni akode re. Akode ko pe me ana ni akode re. Gba wa to me ndia. Ma yo si da ma bi. E jo si je ja to pese. Ti ko re se la. Ji ma polo we ru aka yo amoto e do. Wa so a de ko. Ayi amoto e do. Mi te so signifie a de ko. Ya si je ta ta bi. Ayi si da ma bi. Afoututu, un enfant phénomène. Rebecca Kendiamoulé, bonjour. Bonjour Raymond, bonjour aux téléspectateurs. Très heureux de te retrouver une fois encore sur la parenthèse. Plaisir partagé. Mais aujourd'hui, on parle d'un phénomène de la musique béninoise. Tout à fait. Antestal, Fierté 229. Alors, le temps de retrouver donc Fierté 229, dites-nous, dis-moi Beka, c'est quoi déjà le concept de Fierté 229? Alors, Fierté 229, c'est cette rubrique-là où on met le curseur sur les talents béninois, ces talents béninois qui innovent dans leur domaine, qui se démarquent dans leur domaine, on met le curseur sur eux, ceux-là qui quand même vendent autrement le Bénin à l'extérieur, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, voilà. Allez, on t'installe à présent. Allez, aujourd'hui, qui est sous les feux de la rampe? On l'a connu en tout cas pour la majorité d'entre nous grâce à son morceau interprété lors de la fête de la musique en juillet dernier. Écoutons-nous le dernier titre de son album Sasigwe qui est le verlan de Bessissa, 10 paroles agissantes chez les Gonds. Eh bien, lui, c'est Gopal Das, le ragbe béninois. Oui, bleu pour les mains. À Didima les mains, Gopal Das. Ouais, comme il a d'autres ça si besoin mais. Mais comme il comme là photo d'aro à inolé. Photo avec que t'es jonké vie, mille millions doit ça m'imprêter. Et là au coup ton mi wa mi jale bodugbe kule koni mbasi me de tomblo abla de gbaja kede et là dans ton pari koe akwe mi no atinto file onu si sa ni sawa et là ni amwa kwe ana ibatene to ibate gavi topen ba file dro set to e na no to fi dro set don do wa kwa kona bato to akobato no kwina ko iro do we iro. Et là, nous avons fait gagamedon et toronté. Tobé gamedon. Ni atina inu konto beteme. No vi anakhorena legba bonesu to kaofu legba. Bokento to le posilili. E wolo e gede lo na gede to wolo gede. Bo lili to le na mbo dia to chéri coton. Mira di santa que lu bonaye. Boye to na jedo. To ai jedo. Mi dodo e no mi me sentrita. Lo ani chop ba mi ton Adillon Jacques Keke. Dena yinko eton Cartier Jacques. Mi dodo e no mi me Sainte-Cécile. Lo ani dans 16 ans pour le ton nous contour. Doni clem yon bon la me sisieton. Doran asuka Jacob de to suvita. Non mi niveau. Dawe de to feme. Boto mingo se. Toi yo pre Roncantin son viveton. Bien no yodo étoile rouge. Na koube roumile, mina idu akon, to akontikon, bone idamno, to fifa diton. Ni komito na duso, kaka soje zobo, mati a living boy sombo no me lo poni no tento me, to me no ten. Ero, agbero gbere dro mene ni idu to gbe dro mene, ne mon se vedo kono ne ni kple son vedo ko, bo igbe nye. Indo coronavirus do money ni do no corona agrawente agrahu wa yera mini tombo to mi tombo mini sebo to mi sebo yera wa ka jeun to ka jeun
Na mini noa kunke sin le kokotie tonto he vive. Choba beni noa le ye cho gari mi tonto bo kwa bana kameni no lo boy tonto akpakpa. Okutonu mi wa mi chale bodube. Mi chale bodube. Be blue blue poleme. Aditi mole be. Gopal Das. Aïe à 2020. Yeah. Alors, Beka, voilà, on vient de découvrir le très beau morceau, on va dire ainsi, Coutons-nous de Gopal Das. Ça donne des frissons. Oui, ça donne des frissons. On sent que c'est un travail raffiné, c'est de la recherche. C'est de la recherche. Et justement, il nous parle, hein, il nous dit ici d'où il a puisé l'inspiration. On l'écoute. Wekpo minando tum sa sigbe sonu me mi bo min khomla aino dakole. Vodon avle kete jonke fi emi le mi do sa megbete. No ku tonu mi wa mi jale bodu gbe. Kole poni ma basi mere tomblo a blode gbaja kede dans to pari konwe a kowe mi no adin to file mi don do ya mi ton de no sanuto dans to pare po. Alors donc l'inspiration est venue par un ami à moi qui s'appelle Ousmane Saka, qui m'a dit, écoute Gopal, vu que tu fais des jeux de mots avec tout dans la langue, est-ce que ça ne t'intéresse pas d'utiliser les noms des quartiers de Cotonou pour t'amuser un peu? Et c'est comme ça que j'ai composé le texte de Cotonou. Et un soir, j'étais en train de me produire autour du micro, autour des verres, comme d'habitude, avec mon ami. Et donc, je finis de faire la prestation et puis je descends. Et puis, Donan me dit, écoute Gopal, ce texte que tu viens de faire, je t'assure, j'ai envie de l'enregistrer. C'est trop fort, il faut que je l'enregistre. Et donc, c'est comme ça, il m'a invité chez lui, dans ses locaux ici, et nous avons fait l'enregistrement. Lui, déjà musicien connu dans un groupe du Bénin, 10 volts. Et donc, ça a été facile, on jouait déjà beaucoup ensemble. Donc, Koutom est venu comme ça. Ana ibatende, toi ibaten. Bon, file dro set to wana no to fi dro set don do we kwa kona bato to akogbato no we na ko ho to we ho nyo gbe gaga me don e to ronronte to gbe ga me don boni adi na inu kon to gbe to me ana khode na vodun legba agbone su to carrefour legba wenenu kento to e desi lili gedele to wolo gedele kuna mun podi ado Jericho ton to Jericho don. Bon, mina din centre d'accueil le ponaye. Boye ton djedo. Toi djedo. Nous préparons le clip déjà de Cotonou parce que le projet, il est grand. L'idée d'écrire Cotonou était partie du fait qu'on devait s'amuser sur les noms des quartiers. Mais après, j'ai vu qu'il y a Robonou, la Gléroué, les grandes villes de Cotonou, on va travailler sur tout ça. Et donc, nous sommes en train de préparer le clip, montrer Cotonou pour que quelqu'un qui n'a jamais mis pied au Bénin, quand il voit ce clip, qu'il se retrouve au Bénin, qu'il puisse, sans un guide touristique, s'amuser dans le Bénin. C'est ça ce qu'on veut. Parce que le texte a un caractère touristique, qu'on le veuille ou pas. Et au-delà de ça, il y a plein d'autres textes que vous allez découvrir. Déjà, j'invite toute la population béninoise à acheter l'album de Gopal Das pour me soutenir. Le titre de l'album? C'est Sa Si B. Qui veut dire? Le verlan du B, Si, Sa. Ce qui est réellement Gopal Das, Indra Das Bhakta Nunayon, de son vrai nom, est un slammer qui s'appuie sur le patrimoine linguistique africain pour construire un univers de rencontres universelles et de transversalité assumée. Né le 24 janvier 1990 d'une génitrice musicienne et comédienne, Nunayon a fait son cursus scolaire entre Calavi, Cotonou et Porto Novo. Il a fait une licence en management culturel à l'école supérieure des métiers, des arts et de la culture. Il est également détenteur d'un diplôme en montage et cadrage d'images très tôt porté vers la probité humaine ou la spiritualité identitaire. Il participe aux scènes et concours slam depuis 2009. Ces mots, lorsqu'il les déclame, se veulent claquants,
abordant à la fois des thématiques actuelles, factuelles ou parfois intemporelles. En 2014, Gopal Das intègre une troupe de 5 artistes patriotes dénommés les MRFA, messagers pour raviver la flamme ancestrale. C'est donc à travers un spectacle de théâtre poétique et didactique intitulé Notre boussole ancestrale qu'il tente de démontrer et restituer la valeur et la trame binaire qui structure le système IFA, préfigurant le code booléen et l'informatique. Car Gopal Das se réclame avant tout d'une hybridité culturelle destinée à dépasser les limites des frontières géographiques. Un élan d'engagement qui lui vaut légitimement d'être sollicité par l'UNICEF pour se mettre au service de causes sociales telles que la lutte contre le mariage forcé des jeunes filles ou le combat contre les violences faites aux femmes. Il est également sollicité lors d'événements d'ampleur nationale, continentale et internationale, notamment à travers les villes du Bénin, du Togo, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, pour ne citer que ceux-là. Précisément en mai 2018, sa voix ardente, ardue, hardie a subjugué le public d'Abidjan au cours du marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa. Alors, on sait que c'est un personnage qui progressivement est en train de laisser son empreinte dans le siècle, oui, dans la sphère de la musique déjà béninoise, mais dans la sous-région. Je me rappelle d'un de ces morceaux que j'ai suivi, une sensibilisation sur le coronavirus, où il l'a fait avec Balmis Ier, donc du Burkina Faso, et Caporal Wisdom du Togo, où il disait, je cite, que tu sois de la vingtaine, de la trentaine ou de la cinquantaine, mets-toi en quarantaine. Donc il sait jouer sur les mots, voilà, c'est de la parole élaborée, et surtout très récemment, on l'a encore vu sur une émission où il déclamait les panégyriques avec une dextérité incroyable. On sent qu'il fait de la recherche, de la parole élaborée aux frontières, on va dire, de la poésie et de l'incantation. Alors Gopal Das, tu l'as dit, explore le slam tel un lieu de dévotion, de reconquête de nos cultures, de perpétuation des valeurs et vertus immémoriales où l'euphorie et le rire survivent pour interpeller, questionner et soulager. En cela, Gopal Das est non seulement un slameur d'origine et d'originalité, mais encore plus un artiste d'universalité, une voix éraillée qui possède ses propres conceptions de la liberté et du brin de folie artistique. Pour s'en convaincre, il convient de s'imprégner de son style débordant d'énergie, de couleurs, de pétillement, de son écriture nuancée, de son propos accessible, de son univers rythmique endogène, accompagné souvent d'un ancrage virtuel prêtant au symbolisme, de son humour, d'humeur communicative et de son attitude scénique à la prestance apodique. J'y arrive. Gopal Das est aujourd'hui fiancé et père d'une jolie fille. Avis donc à toutes ces personnes, toutes ces filles, toutes ces followers donc, voilà, qui sont tombées amoureuses. Gopal n'est plus un cœur à prendre. Non, Gopal n'est visiblement plus un cœur à prendre. Alors, comme projet et pour l'avenir, Gopal Das compte promouvoir la crise, malgré la crise sanitaire, son album Sasigbe. Je vous invite d'ailleurs à suivre le titre Sasigbe.
Pe blou blou pode me. A didima le pe. Da toma soto. Toyon de pe konu. Tu ero po aneya. E chere ase. Ala di male khosu. Ga aligo fort, très très fort. Voilà ça, Sibé. Oui, Alors Gopal Das compte aussi travailler sur son projet Cotonou, il compte travailler sur les autres villes du Bénin. Et pour finir, nous souhaitons tout simplement bonne chance à l'artiste. Oui, bonne chance donc à Gopal Das qui fait véritablement un travail de recherche et c'est justement ce qu'on demande à nos artistes, promouvoir la culture locale à travers donc ce métissage qu'on reconnaît désormais à Gopal qui est en train voilà, de laisser quand même une patte assez impressionnante sur le slam béninois. Le slam qui au demeurant n'est pas un art très répandu, n'est pas voilà, le domaine de la musique le plus arpenté et donc Gopal est en train de démocratiser quelque peu voilà, le slam qui est vu comme voilà, un art élitiste de la poésie. Voilà, merci beaucoup à vous Rebecca Kendiaondé, fierté 229 Gopal, lui il est vraiment une fierté. Aujourd'hui, eh bien on va installer à présent le sport. Le sport c'est avec qui déjà? Bruno Soali. Bruno, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Herman. Je salue les téléspectateurs. Bonjour, Rebecca. Bruno. Voilà, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt votre rubrique Fierté 229. Tu es fier de Gopal? Oui, fier de Gopal, fier de ce qu'il fait, fier de savoir que, voilà, dans son domaine, il essaie vraiment d'exceller. C'est le plus important. Dans tout ce que vous faites, essayez de faire toujours partie des meilleurs. Si vous ne pouvez pas être le meilleur, essayez de faire partie des meilleurs parce que la médiocrité est à bannir. À jamais, quoi. Alors, c'est parce que vous le faites bien que vous êtes sur ce plateau justement pour nous parler des dispositifs au saut à la perche. Ah, je suis flatté. Oui, on va voir juste 4 mots. On va apprendre ce matin beaucoup plus sur 4 mots au saut à la perche. C'est un sport que j'affectionne particulièrement, même si je n'ai jamais eu la chance de le pratiquer. Alors, on va parler du butoir ce matin. On le verra, qui est un dispositif assez important dans le processus de, voilà, pour effectuer un saut à la pêche. Donc, vous voyez ce matériel-là qui est métallique. Donc, il est fixé généralement au niveau du sautoir. Donc, lorsque vous faites la course d'un sauteur ou d'un athlète qui pratique le saut à la perche, en fait, se termine au niveau du butoir. Donc, le butoir, en fait, c'est le dispositif métallique qui est installé et dans lequel on vient poser la perche. Donc, si vous ratez le butoir au moment d'effectuer votre saut à la perche, c'est que vraiment vous êtes en difficulté parce que c'est dans ce dispositif-là, puisqu'il est creux, voilà, il est creux, avec une paroi donc et c'est bien fixé dans le sol, c'est ce qui vous permet donc de venir fixer votre perche dedans et lorsque vous fixez votre perche dedans, donc il y a ce qu'on appelle la flexion que nous verrons qui est une autre étape du saut à la perche. Lorsque vous fixez votre perche dans le butoir, donc ça vous permet donc de prendre votre élan, je dirais bien entendu dans les airs et grâce à la flexion, comme nous le voyons là, donc c'est ce que nous appelons la flexion. Ici, la flexion au saut à la perche, ce n'est pas l'individu qui fléchit, mais c'est plutôt la perche qui subit la flexion. Donc la perche, c'est un objet vraiment flexible. Et c'est parce qu'il est flexible justement qu'il arrive à propulser les athlètes dans les airs à 4-5 mètres souvent dans les airs pour pouvoir effectuer leur saut. Donc le saut à la perche, c'est aussi ça la beauté. Regardez, c'est beau, c'est tellement beau à voir. Donc, il faut être vraiment courageux d'abord et être très concentré parce que lorsque vous finissez, et être souple aussi, oui, parce que lorsque vous faites votre course d'élan et que vous venez, vous devez d'abord vous rassurer que votre perche a été bien fixée dans le butoir d'abord et ensuite, il y a maintenant le moment de la flexion qui, je ne pratique pas le sport, mais j'imagine que si vous n'êtes pas habitué, ça doit faire peur de vous retrouver le dos en l'air et vous ne comptez que sur un objet. À la limite. Voilà, et vous ne tenez que sur un objet dont vous n'êtes pas sûr de ce qui peut se passer à tout moment, mais rassurez-vous, les perches sont bien conçues pour éviter les désagréments. Donc ensuite, il y a ce que nous venons de voir qui est la flexion. Mais avant ces deux, je dirais, ces deux moments-là,
il y a une chose qui est très importante au saut à la pêche, c'est le contact entre votre main et la perche, parce que c'est la seule chose, comme je le disais, lorsque vous êtes en l'air, c'est la seule chose que vous avez en main. Donc, si ça rate, c'est qu'il y a problème. Donc, il faut déjà éviter que la perche glisse ou que votre main plutôt glisse sur la perche, parce que si elle glisse pendant la flexion, c'est que vous allez revenir au sol, vous allez faire une chute. Donc, pour éviter cela, généralement, les athlètes qui pratiquent le saut à la pêche ont l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle la strap. La strap que nous allons voir à l'antenne, voilà donc ce qu'on appelle le saut à la pêche, la strap. La strap, c'est un ruban adhésif qu'on enroule sur la perche, enfin, du moins sur les endroits où on va garder la perche, où la main aura contact avec la perche. Donc, comme vous le voyez là avec l'athlète français Renaud Lenny. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a passé dans la paume? Il y a aussi une poudre qu'on passe dans la main, donc pour que la main ait l'adhésif qui est donc la strap qui est enroulée autour de la perche, pour qu'il y ait vraiment un contact assez fort et qu'on évite voilà, les glissades pendant la flexion, pendant qu'on est dans les airs. Ensuite, maintenant, lorsque vous finissez d'avoir enroulé la perche de la strap et que vous avez pu véritablement fixer la perche dans le butoir à la fin de votre course d'élan et que maintenant vous avez également effectué avec beaucoup de réussite la flexion de la perche pour pouvoir vous propulser à une hauteur assez considérable et battre vos adversaires. Il reste le plus difficile maintenant qui est aussi ce qu'on appelle au saut à la perche l'enroulé. L'enroulé en fait c'est une expression utilisée pour indiquer ce moment-là où l'athlète essaie de pivoter sur lui-même pour pouvoir éviter ou esquiver la barre qui est horizontalement placée et qui est, voilà, donc comme vous le voyez là, Herman, c'est un moment assez important parce que, comme vous le voyez, si on fait une fixation sur cette image, vous devez vous séparer de la perche, d'accord? À un moment donné. À un moment donné, vous séparez de la perche. Lorsque vous avez senti que vous êtes arrivé au niveau de la barre, vous vous séparez de la perche et maintenant, vous faites ce qu'on appelle l'enroulé qui est de vous retrouver de l'autre côté de la barre, mais dans le sens inverse de la course, de votre course d'élan. Donc, lorsque vous venez, vous faites face à la barre, mais au moment de l'enrouler, vous faites maintenant, je dirais, le sens contraire. Vous êtes dans le sens contraire de votre course parce que vous devez être en train d'observer cette barre-là qui est l'obstacle en fait à éviter. Donc, ça, ce moment-là exactement, on l'appelle au saut à la perche, l'enrouler simplement. Voilà, Herman, ce qu'on peut apprendre sur le saut à la perche ce matin. Donc, juste le butoir, la flexion, la strap et l'enroulé qui est le dernier moment, le moment le plus important. Si vous le ratez, si vous ne regardez pas la barre, c'est que vous allez heurter la barre, vous allez effleurer la barre et votre saut et tout votre effort sera donc tombé à l'eau. Bon, Bruno, moi j'ai une question. Est-ce que les personnes initiales comme moi peuvent pratiquer le saut à la perche? Oh, ça sera un peu compliqué. Ou bien on va nous faire concevoir une perche spéciale. Non, généralement, les athlètes, ceux qui pratiquent le saut à la pêche, quand vous les voyez, ils sont vraiment sveltes, ils ont une forme, voilà, ils ont une forme d'athlète déjà, donc c'est ça, il faut être assez souple. Comme Rebecca? Comme Rebecca ferait une bonne perchiste, elle le ferait à merveille, mais je ne sais pas si elle aura le courage de se faire propulser par une perche en l'air. Non, je trouve que c'est un sport quand même dangereux. Non, avec les images que je vois là? Non, c'est pas dangereux. Je crois qu'il y a un dispositif assez impressionnant qui est mis en place. Si vous réussissez votre saut et que vous vous retrouvez de l'autre côté de la barre, même si vous l'avez effleuré, il y a tout un dispositif pour vous permettre d'éviter les chocs. Donc, rassurez-vous, parce qu'on sait que vous tombez de 4-5 mètres de haut, donc on ne va pas vous laisser atterrir sur le sol. Donc, il y a tout un dispositif pour vous permettre, pour amortir votre chute et donc vous ne vous blessez pas. Mais il y a quand même des incidents lors des compétitions parfois où certains athlètes ratent de faire ce qu'on appelle la fixation dans le butoir. Et donc, parfois, au moment de la flexion, ils se retrouvent projetés par la perche en arrière. Donc là, vous retombez sur la piste d'élan, ce qu'on appelle la piste d'élan soit à la perche. Et là, probablement, vous allez vous blesser parce que
la perche vous projette, vous tombez. Ce n'est pas simple d'assurer votre atterrissage. Je crois, Bruno, en 2017, si j'ai vraiment bonne mémoire, lors des championnats d'Afrique d'athlétisme, lors des entraînements, l'entraînement d'un athlète, je crois bien, c'est manqué ainsi. Il s'est retrouvé sur la piste et je crois qu'il a été évacué par... oui, il a été évacué. Donc, oui, il a été évacué. Donc, et sa compétition, c'était à Porto Novo, hein, les 17e, je crois, championnat d'Afrique d'athlétisme. Oui, en 2012. En 2012, 18e. Oui, en 2012. Donc, ça arrive comme ça où, voilà, vous manquez la flexion, donc vous ne la faites pas bien. Et donc, au lieu que la pêche vous propulse dans les airs, du côté... enfin, en allant vers la barre, vous le faites dans le sens inverse, donc ça vous propulse derrière, donc alors que vous évitiez bien cette piste d'élan-là et vous tombez, vous allez vous blesser. Rebecca, le lexique du saut à la perche est assimilé, le vocabulaire, c'est bon? Oui, c'est très bien. Il y aura une interrogation écrite tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Allez, on va sortir les copies. on va venir ici avec les notes. Vous avez peur? Pas du tout, puisque c'est moi qui note. C'est lui qui note, je n'ai pas à avoir peur. Merci donc à toi, Bruno. Et rapidement, pour finir donc sur le saut à la perche, quelques noms de vedettes au saut à la perche. Non, aujourd'hui, on connaît plus au saut à la perche, hein, pour nous qui sommes des gens qui suivons beaucoup ce sport-là. On connaît surtout Renaud Lavillenie, qui ces dernières années a été vraiment énorme, que ce soit en championnat du monde, que ce soit aux Jeux Olympiques. Donc, il a été vraiment... Voilà. À Rio, il avait effacé des tablettes Sergei Boubka. Oui, exactement. Donc, il a beaucoup travaillé. Ce qui est impressionnant chez lui, c'est que je crois que c'est l'un des athlètes français qui travaille le plus, toute discipline confondue. Donc, c'est quelqu'un que je suis tout particulièrement. Il a un goût du travail assez prononcé et il se lance toujours des défis à chaque compétition. Il est vraiment énorme. C'est vrai, il a connu des moments difficiles aussi dans sa carrière, mais bon, ça arrive dans la vie de tout athlète. Et il le faut d'ailleurs parfois pour pouvoir mieux rebondir. Malheureusement, son record de 6,17 m a été effacé par l'américano-suédois Armand Duplantis, dit Mondo Duplantis, qui justement reconnaît Renaud Lavillenie comme étant son idole. Oui, son idole. Et donc, c'est ça. L'important, c'était déjà qu'au moins dans l'histoire retiendra qu'à un moment donné, Renaud Lavillenie lui-même a brisé un record. Il est devenu le recordman, même si après, voilà, on lui a ravi la vedette. Mais c'est déjà ça. Avec l'âge aussi qu'il est en train de prendre, ça va être compliqué de revenir à arracher ce record-là, battre ce record-là. Mais l'histoire retiendra qu'à un moment donné, il a établi le record et c'est déjà cela. Merci donc à toi, Bruno. Tu restes avec nous pour la suite de cette émission. Avec plaisir. La suite de cette émission va se dérouler autour d'un petit papier. Vous le verrez tout à l'heure. D'accord. Ils viennent déjà avec le nécessaire, avec le matériel qu'il faut pour nous faire découvrir un art japonais. On va dire ainsi l'origami, l'art du papier plié. Mais alors, de quoi il s'agit? Il s'est fait le devoir de nous l'expliquer. Lui, c'est Nicanor Kovi. Nicanor, bonjour. Armand Megan, bien le bonjour. Bonjour amis parenthésistes, bonjour amis téléspectateurs. C'est un plaisir de t'avoir sur le plateau de la parenthèse. Eh bien, le plaisir est partagé. Alors, toute la saison dernière, tu as été apprenti... mixologue, apprenti body painting. Il a été aussi apprenti tellement de choses qu'il a appris. Et il revient encore cette fois-ci avec la mixologie. Il nous a même appris la magie. Mais cette fois, pas la mixologie, l'origami. Absolument. Dis-moi tout, Nicanor. Aujourd'hui, on parle origami. Ce n'est pas une incantation, c'est un mot japonais pour signifier papier plié. On contextualise tout ça, ça vient de deux mots japonais, oru qui veut dire plié et kami devenu kami qui veut dire papier. Ce qui fait tout simplement l'art du pliage de papier. Alors, d'où vient l'origami? Eh bien, on l'a deviné, ça vient d'Asie, mais pas principalement du Japon, même si c'est au Japon que cela s'est popularisé. Ça vient de Chine. Et donc, l'idéogramme représentant le mot idéogramme signifie sécher, plier le papier. Et ce n'est pas mon invité qui me démentira. Ça vient de Chine et donc a été introduit par le territoire coréen
au Japon par des moines bouddhistes. C'est sous l'ère Edo que s'est popularisée la technique du pliage de papier. On est en 1600, à peu près en 1603, entre 1603 et 1807, l'ère Edo au Japon. Mais l'art lui-même, il est antérieur. On parle de moins 202 à 9 avant Jésus-Christ, sous la dynastie des Han de l'Ouest, en Chine. Eh bien, la technique du pliage de papier s'est popularisée de par le monde à telle enseigne que différentes légendes sont nées tout autour, notamment autour de la figurine de la grue qui a une histoire. C'est mon invité qui va nous la raconter. Il s'appelle Wilfried Akotanyi. Il appartient à une association dont il va nous parler brièvement avant de nous raconter l'histoire de la grue. Merci beaucoup, Monsieur Kovi. Je salue les téléspectateurs. Et donc, comme vous venez de le dire, je suis passionné d'origami, membre de Bénin Origami Group, la première association d'origami dans l'Afrique de l'Ouest. Et la légende des 1000 grues, qui aujourd'hui représente le symbole mondial de la paix, est née au Japon, où l'origami est bien répandu. Alors, la légende dit que quiconque plie 1000 grues verra son vœu de santé, de longévité et de bonheur exaucé. Donc, généralement, les grues sont pliées et offertes à un proche quand il est malade, par exemple, ou à une cérémonie de mariage ou de naissance. Voilà. Des événements heureux. Voilà. Bien évidemment, cette légende, elle n'est pas née ex nihilo, elle est attachée à ce que représente la grue dans la cosmogonie japonaise, mais il existe une histoire toute particulière qui a marqué les esprits de par le monde quant à cette légende de la grue, celle de Sadako Sasaki, une survivante de Hiroshima. Qu'il vous rappelle, le 16 août 1945, une bombe atomique a été larguée sur Hiroshima et plus tard sur Nagasaki. Une survivante donc de Hiroshima qui, ayant entendu parler de cette légende, a plié avant de mourir à l'âge de 12 ans. En 1955, elle était à 644 grues pliées, mais elle est décédée à l'âge de 12 ans. Qu'ont fait ses camarades de classe à cette occasion-là? Eh bien, ils ont plié le reste des grues, puis on l'a enterrée avec une guirlande de grues dans un cimetière aujourd'hui encore visible. Et si vous allez au parc de la paix de Hiroshima, vous verrez la tombe de granit de Sasako, qui est aujourd'hui un temple plus ou moins de l'origami très visité. On parle également de comment l'origami a été introduit au Bénin, avec vous, mon cher ami. Oui, merci beaucoup. L'origami a été introduit au Bénin par le biais de Claude David Nyaoui, qui a fait ses études en France et a découvert l'origami. Et quand il a découvert l'origami, il s'était vraiment passionné, il affectionnait beaucoup l'origami. Et quand il est revenu au Bénin, il a fait un constat. Quand on parle d'origami, personne ne sait de quoi il s'agit. Et c'est vrai, moi-même je me rappelle que quand j'étais au primaire, je pliais le planeur ou le bateau, mais je ne savais pas que ça s'appelait origami par exemple. Donc quand il est venu, personne ne comprenait le langage de l'origami avec lui. Alors il s'est dit, tiens, je vais partager ma passion avec les Béninois, je vais faire la promotion de l'origami au Bénin. C'est de là qu'il a commencé par regrouper des gens autour de l'art qu'est l'origami, et il y a des clubs qui sont nés. Après, les clubs s'agrandissent et l'idée est venue de créer une association de 1901 pour faire maintenant asseoir une société, une communauté d'origami au Bénin afin de faire effectivement cette promotion-là de l'origami. Et on en revient à Bénin Origami Group, c'est bien cette association qui est née, et il y a une figurine qui me plaît tout particulièrement quant à son histoire, celle du djembé, qui se trouve être la première figurine de djembé réalisée. Justement, cette figurine de djembé, elle a été réalisée par Claude Nyaoui, l'initiateur donc de Bénin Origami Group au Bénin. Alors, quand il a appris l'origami, il y a près de 100 000 figurines aujourd'hui dans le monde, mais
puisque c'est un art japonais, vous êtes d'accord avec moi que le Japon ne peut pas faire la promotion forcément de ce que nous avons ici au Bénin. Vous pouvez la montrer à la caméra. Oui. Voilà. Donc c'est ça le djembé. C'est ça le djembé. C'est ça le premier oui, modèle absolument. du djembé. Vous pouvez. Oui, vas-y, tu peux observer. Aujourd'hui, il a perfectionné la technique. Mais c'était la première figurine de djembé. La première figurine du djembé qu'il a créée. Donc il a inventé le diagramme et il a donc plié cela pour obtenir le djembé. Donc il a appliqué ses compétences qu'il a acquises au contexte béninois. Donc il a contextualisé l'origami voilà. à la béninoise. Voilà. Moi, franchement, je l'ai dit bravo. Ça a été une grande avancée dans l'origami qu'on peut vraiment louer aujourd'hui dans le palmarès des maîtres origamistes. En tout cas, c'est un sensei, ce qu'on appelle un maître en japonais, un sensei de l'origami. Mais dites-nous tout pour les enfants qui voudraient apprendre l'origami. Est-ce qu'il existe différents supports, des supports particulièrement adaptés aux figurines de l'origami? Oui, je vais dire d'abord que de base, tout papier peut permettre à plier des figurines, mais il y a des papiers aussi qui sont adaptés. Il y a des papiers qui sont adaptés. Vous nous en avez apporté, oui, justement. Apporté. Et j'espère qu'on va faire la démonstration. Bah oui, évidemment, il va nous faire un bateau tout à l'heure. Un bateau? Absolument. Un canard. Écoutez, c'est facile à réaliser. Oui, bien sûr, je peux réaliser un bateau. C'est facile à réaliser. Mais justement, c'est un grand maître que je vous ai apporté ici sur la parenthèse, mais on ne dispose pas de toute la matinée, malheureusement. Absolument. On va donc faire un idéogramme facile à réaliser. Et vous nous parliez de ces papiers-là. Oui. Donc, vous allez bien voir, ce sont des modèles de tous les plis de base. Et ces papiers sont généralement utilisés pour apprendre à faire l'origami. Est-ce que vous pourriez montrer à la caméra? Voilà. Et donc, il y a différentes figures déjà prêtes à poser pour rendre le visuel plus joli. Voilà. Alors, on parle de l'origami, on parle de ces tailles. On ira voir une vidéo, parce qu'on a beaucoup parlé, avant même de voir réaliser sur le plateau notre fameux bateau. On regarde dans cette vidéo comment un papillon peut être réalisé, avec la complicité de Feni Adanro. Comme un air de fraîcheur dans la parenthèse avec ce papillon de papier. Vous l'avez aimé?
Bien sûr, bien sûr. Et vous, mais non? entre-temps, j'ai réalisé aussi mon petit bateau. Ah oui, absolument. J'ai réchauffé mes connaissances du CI. Évidemment. J'ai lancé ici, sur ce plateau même, une interrogation écrite. Que dis-je? Une interrogation pliée. Je ramasse les copies dans un instant, ce qui me permet de parler pendant ce moment-là des différentes applications de l'origami aujourd'hui. Bien évidemment, des applications religieuses, parce qu'il y a encore aujourd'hui une part importante dans la vie religieuse, dans la vie bouddhiste, de l'art de l'origami, mais aussi dans les travaux de guerre, dans l'art du bushi au Japon. On utilise beaucoup l'origami. On l'utilise aussi en mathématiques, notamment en géométrie fractale, mais plus que tout en pédagogie, en didactique, par exemple pour les travaux pratiques des enfants. Et justement, je m'en vais demander à notre invité Wilfried Akontagny, il y a une base. Comment tout part d'un idéogramme, semble-t-il? Oui, monsieur le journaliste, vous l'avez si bien dit. L'origami, c'est d'abord la géométrie élémentaire et les notions autour de la symétrie. Donc, pour moi, lorsque vous apprenez l'origami à un enfant, vous lui donnez les clés de pouvoir assimiler et bien maîtriser les notions de mathématiques qu'il apprend à l'école. Par exemple, la bissectrice, la médiane. Il retient en fait, parce qu'il y a des enfants, figurez-vous, qui ont la mémoire visuelle, et qui captent bien, qui retiennent bien quand c'est fait devant eux comme ça, que lorsque vous le dites dans la bouche seulement. Donc, l'origami, c'est ce qu'il leur permet de faire. Mais non, les diagrammes, il n'y a que des spécialistes qui arrivent à élaborer ça. Donc, c'est à base de ces diagrammes-là qu'on apprend aux enfants ou à tout passionné qui veut débuter en origami. C'est à partir de ces diagrammes-là qu'on leur apprend maintenant les bases. Oui, allez-y. Si tu permets, on a tous fait, je crois, en 6e ou en 5e, les patrons en géométrie. Et on nous apprenait donc à tracer, à faire des figures géométriques à base de papier. Est-ce que d'une manière ou d'une autre aussi, c'est de l'origami? Et oui, absolument. On parle de l'origami quand il s'agit de papier plié, mais on parle aussi de kirigami quand il s'agit de papier découpé. Et tout ça appartient au shiogami, un vocable pour désigner, l'ensemble des arts liés au papier. Bruno, l'origami. Oui, voilà, on redécouvre ça parce que voilà, on l'a tous fait au primaire. Voilà, il y avait toujours ce génie-là. Il y avait toujours de ces camarades de classe qui, vous ne savez pas où est-ce qu'ils ont appris ça, mais ils viennent, ce sont eux qui deviennent. Pistolet aujourd'hui, c'est pistolet, c'est pirogue demain. C'est toujours des figures qui sont réalisées à base du papier plié. Mais on ne savait pas que c'était pratiquement une science qui était en train voilà, qu'on développait. Et voilà, c'est resté. Vous venez de réaliser votre bateau. Et ça fait plaisir aujourd'hui de découvrir effectivement que c'est quelque chose qui est vraiment né du côté de l'Asie et qui aujourd'hui est en train de faire son chemin. Des gens s'y intéressent et réalisent pas mal de figures. J'espère qu'il y a à travers le monde des expositions dans ce domaine-là aussi. Tout à fait, tout à fait. Bon, c'est vraiment plein de gens de par le monde, notamment à Hiroshima, qui est vraiment un temple immense de l'origami. Et pendant ce temps, nous avons appris à Rebecca Kenjaonde à faire un bateau. Sensei, montrez-moi votre bateau. Bon, eh bien, celui-là, il est réussi. Je dirais même qu'il s'agit d'une goélette, un seul mât. J'ai menti, il est vrai. Mais regardons, intéressons-nous au bateau de Rebecca Kenjaonde. Quelle calamité, quelle calamité. Mais qu'il est beau, votre bateau, mais qu'il est beau. Et le mien, Nicanor. Et le sien, c'est la masterclass. C'est un bateau à vapeur. Alors, vous avez réalisé le Titanic. C'est la masterclass. Voilà, c'est un bateau à voile. Non. Je suis classique. Mais non, mais vous n'avez pas fait de voile du tout, cher ami. Il y a jusqu'à mettre le djembé dedans et le voile, il est là. En tout cas, merci à vous, Wilfried Akontagny. Un dernier mot peut-être au sujet de cette association. Oui, alors, comme le but de l'association, c'est de développer l'origami dans le Bénin, et donc de regrouper tous ceux qui s'intéressent à cet art-là
autour d'un creuset. Nous avons donc des activités, des ateliers découvertes que nous faisons généralement dans les écoles ou dans des clubs dans Cotonou et dans les zones périphériques. Par exemple, nous avons un club à Cotonou, un grand club, et nous avons un autre club à Comé. Et le but, c'est vraiment d'arriver à former des jeunes capables donc de plier. Parce qu'une chose est sûre, en dehors de tout ce que nous venons de dire, l'aspect ludique et l'aspect pédagogique, ce qui permet à l'enfant de développer son intelligence et de pouvoir manipuler ses mains et les formes à partir de ses mains. L'origami pourrait aussi aider, par exemple, les jeunes qui désirent se lancer en griffe dans la fabrication des emballages en papier. Donc, Bénin Origami Group, nous nous sommes dit, on est là pour apporter notre compétence à des jeunes qui veulent faire des emballages en papier. Donc, nous allons leur apprendre à plier des papiers, de sorte à obtenir donc des emballages. En tout cas, merci à vous, Wilfried Akantaï, d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Sensei, suis-je tenté de dire. Armand Amégan, ainsi va la vie de l'origami, l'art exquis du papier plié. Merci donc à toi, Nicanor. Merci également à ton invité. Allez, à présent, on va faire un peu de papato. Sur la parenthèse aussi, c'est ça. Tu restes avec nous, Nicanor. Le temps pour nous de retrouver donc notre Jocelyne à nous, Jocelyne Sénahon, qui a fait un tour sur la toile pour nous rapporter les informations sur la vie des stars, la vie secrète des vedettes. On va passer donc par la Côte d'Ivoire, mais avant d'aller en Côte d'Ivoire, on reste au Bénin. Gossip, comme pour dire commérage, comme pour dire affairage, comme pour dire aussi papatoya. C'est avec Jocelyne Sénahon. Jocelyne, bonjour. Herman, bonjour. Bonjour à tous nos amis papato de la parenthèse, puisque nous aimons tous le papatoya. Donc, bonjour à tous les amis papato et baiseurs de la parenthèse. Voilà. Alors, Nicanor, est-ce que tu es prêt pour installer le Papato Club? Parlez pour vous, je ne sais pas de quoi vous parlez. Du tout. Alors, Jocelyne, tu nous dis que le slammer béninois Kamal Radji et sa fiancée Mathilde Toussaint, un couple jumeau, tu nous dis, ils ont soufflé une bougie de plus, c'était hier. Exactement, puisque la charité bien ordonnée commence par soi-même, on va démarrer par le Bénin, donc les affairages, les vrais affairages du Bénin. Et on va parler de Kamal Radji qu'on ne présente plus. Kamal, c'est un artiste slammer. Eh bien, hier, c'était son anniversaire. Il faut rappeler que depuis 2013, il est l'un des pionniers du slam béninois. Il est le plus du slam version jeune. Parce qu'avant lui, il y a eu Florent Eustache-Ressou, il y a eu Sergent Marcus, qui étaient, comme pour dire, quelque peu les pionniers de cet art au Bénin. Tout à fait. Et depuis 2013, il s'est imposé. Il est le plus titré des slameurs béninois, puisqu'il a décroché le trophée meilleur album slam de l'année 2012 au UBEN 229 Award au Bénin. Et puis, il a décroché un autre trophée la même année, meilleur album de musique béninoise, Golden Award 2012. Pour ne citer que ceux-là, il faut dire qu'il est également l'auteur du hit continental Assume ta jeunesse, un concept qui a été repris par les chaînes internationales, les chaînes sénégalaises, togolaises, voilà, les chaînes maliennes, etc. Donc, Kamal, hier, c'était son anniversaire. Et puis, Mathilde Toussaint, voilà, c'est une artiste chanteuse qui est très appréciée pour son timbre vocal très particulier. Elle rappelle les grandes voix du jazz. Elle ne cache pas également son talent pour l'improvisation. Elle est à l'image des chanteuses noires telles que Sarah Vaughan et Billie Holiday. Donc, Mathilde, c'est celle qu'on a découverte très dernièrement lors de The Voice Afrique francophone. Elle faisait partie des finalistes de The Voice Afrique francophone. Donc, Mathilde est en couple avec Kamal Radji. Donc, c'est ça même l'affairage du jour. Les deux sont en couple. Et hier, c'était leur anniversaire. Kamal fête un 13 août et Mathilde également fête un 13 août. Donc, on a vu sur la page Facebook de l'artiste sa déclaration pour sa dulcinée Mathilda, celle qu'on appelle affectueusement Tilda. Donc, ça, c'est l'affairage du pays. Allez, on passe... oui.
Écoutez, c'est une très belle voix, évidemment, mais elle ne devrait pas souffrir de la comparaison avec des Sarah Vaughan ou des Billie Holiday. Ça, on verra dans quelques années. On en viendra. Alors, ça, c'est la parole de Nicanor, un grand passionné de culture, mais c'est aussi un passionné de Scrabble. On a un champion sur ce plateau. Un athlète de rang mondial. Eh oui. Ça aussi, c'est de l'affairage. Il a participé à la Coupe du monde de Scrabble. Comment va notre cher ami François Xavier? François Xavier va très bien. Il va très bien. Julien Afaton aussi va très bien. Écoutez, c'est la crise actuellement. Les championnats du monde ont été annulés, les championnats d'Afrique annulés. On a eu championnat du Bénin. Ne me demandez pas mon rang, je ne dirai rien du tout. Ah, il y en a qui sont très bien affairés. On peut chercher. Tu as un sportif à côté de toi, tu as oublié. Alors, Jocelyne, on va poursuivre donc et parler du Askeli qui est enfin sorti de prison en Côte d'Ivoire. Eh bien, on met le cap sur la Côte d'Ivoire et on parle à présent de Askeli. Il s'est surnommé lui-même le King of Pop Soul. Askeli, c'est l'artiste qu'on ne présente plus pour ceux qui sont très habitués de la toile. C'est un chanteur, producteur, auteur, compositeur, acteur. Mais il a réussi à se démarquer du lot avec son style et son humour très, très particulier. Il s'affiche parfois comme, entre parenthèses, un fou. Et c'est comme ça qu'il est surnommé par les Ivoiriens, le fou de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut aussi dire que c'est le fils d'un journaliste qui a pour nom Joseph Tarek. C'est un journaliste ivoirien. Il a été jugé, mais libéré hier avec un sursis et 200 000 francs d'amende à payer. Il faut rappeler, pour la petite histoire, qu'il a été arrêté le 2 août 2020, puis transféré à la prison civile de Bouaké. L'artiste Askeli est passé devant le juge hier jeudi, entendu par les autorités judiciaires suite à l'accusation d'outrage au chef de l'État, Alassane Ouattara. Il se surnomme également l'oiseau de Dieu, donc l'oiseau de Dieu a obtenu son titre de sortie, mais avec sursis suite aux charges retenues contre lui. Il faut dire que dernièrement, Askeli, sur les réseaux sociaux, a fait une vidéo où il indexait le chef de l'État ivoirien. Il le traitait de con de fou s'il se présentait pour un troisième mandat. Donc, la vidéo a fait le buzz. Et comme nous aimons le buzz, nous sommes allés, voilà. C'est du vrai. Oui, bien sûr. Alors, Beka, Askeli, c'est quelqu'un que tu suis particulièrement. C'est un personnage atypique. Un personnage atypique dans la catégorie de Makosso. Ouais. Bon. Makosso, vous avez Makosso est encore... Oui, le marmailleur. Le père de ma marmaille. Ah oui, quand vous êtes affairé, vous ne manquez rien de cette actualité-là. Mais en Côte d'Ivoire, globalement, dans le rang des humoristes, des artistes, c'est pas rare de voir des voix s'élever, lancer des pics à l'endroit des politiques. Sauf que je trouve que il est allé un peu trop loin, des invectives, traiter un président de la République de con, c'est un peu ça. Ce n'est plus, si c'est une blague, alors c'est une blague de mauvais goût, quoi. Très mauvais goût. Voilà, à ne pas copier, parce qu'on sait le président Alassane Dramane Ouattara a été, je dirais, assez large quand vous suivez les différents concerts, l'événement annuel dont j'oublie le nom, Bonjour 2000, Bonjour accompagné de l'année qui s'ouvre. Il y a souvent toujours des humoristes qui trouvent la passerelle pour lui envoyer des pics, mais il n'a jamais réagi, quoi. Mais cette fois-ci, jusque c'était un peu trop quand même. Donc même si on est un pays qui s'amuse trop, il faut des limites à des moments donnés. Tout à fait, je suis d'accord avec Bruno. Mais pour ceux qui connaissent bien Askeli, c'est pas du tout étonnant. Il est un habitué des faits. C'est vrai que c'est des choses à ne pas du tout encourager, surtout quand ça va à l'encontre d'un personnage public, politique. Ce n'est pas du tout à encourager. Mais bon, on connaît Askeli et Askeli fait toujours du Askeli. Il nous sort des phases toutes les fois. Il faut sa vidéo qu'il a tournée. Bon, de toutes les façons, là, il a été bipé, donc il sait qu'il ne va plus reprendre ça. Et puis, par rapport à Askeli, cette liberté qu'il recouvre serait due à l'intervention récente de ses pairs artistes et une délégation conduite par Assalfo auprès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le père des artistes ivoiriens. Donc, Askeli est sorti hier, mais il devra néanmoins s'acquitter de l'amende définie et observer une conduite exemplaire eu égard aux conditions exigées pour sa liberté. Donc, on parle là de conduite
exemplaire. Mais pour ceux qui connaissent Askeli, bon, on va suivre ça de près. De parce très que près. Oui, et on reste justement en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que Tina Glamour et les Chinois ont commémoré l'an 1? Parce qu'on en parlait le mercredi dernier. On avait promis aux téléspectateurs leur revenir avec les images de cette commémoration de l'an 1 du décès du père de la Chine, le général le Dai Shikan. Bon, le général Dai Shikan, tout ce que vous voulez, on prend. Après tout, c'est notre Arafat, donc voilà. Oui, c'est une chinoise dans l'âme. Je ne le cache pas. Aussi, hein. Oh oui, je sais. Je ne le cache pas, donc japonais. Voilà, nous sommes de la Yorogang, j'ai trouvé ma consoeur, ma consoeur parfaite, pour revenir aux célébrations de la commémoration. Mais du vrai. Du vrai. À l'image du nom de la rubrique Gossip. Oui. Voilà, donc pour revenir aux célébrations qui ont marqué l'an 1 du décès de Didier Arafat, eh bien, l'événement phare qui était attendu, c'est la statue de Didier Arafat qui devait être érigé au lieu de l'accident. Mais déception parce que jusque-là, nous n'avons rien vu. Nous sommes allés chercher, nous sommes allés avec notre casquette de Papato. Nous sommes allés et puis on n'a rien vu. Donc peut-être que les travaux sont en cours, mais jusque-là, sur le lieu de l'accident, il n'y a rien eu. On n'a pas vu la statuette, donc on verra dans les jours à venir. Mais déjà, les festivités relatives à cet anniversaire de décès de Ange Didier Ouon, alias Didier Arafat, ont débuté déjà depuis samedi, depuis le 8 août dernier, et vont se poursuivre jusqu'au 15 août. Donc, les célébrations sont toujours en cours. Mais il faut dire que les faits marquants, c'est déjà des t-shirts à la mémoire de Didier Arafat qui ont été réalisés par les Chinois. Et en ce qui concerne le programme officiel du déroulement des festivités, une messe d'action de grâce a été dite au blocus à la veille, déjà le mardi 11 et le jour même, le 12 août. Donc, sa maman était présente. Sa grand-mère, Dandilou, était également de la partie. Donc, il y a une messe qui a été célébrée en sa mémoire. En dehors de cette messe-là, plusieurs fans de l'artiste étaient présents sur les lieux, comme l'a demandé Tina Glamour. Ils étaient présents sur les lieux et se sont retrouvés après au désaltéro de Tina Glamour pour un déjeuner. Donc, en dehors de cela, le programme a été très chargé le 12 août dernier avec des événements très riches en émotions. Donc, il y a eu un concert qui a été donné sur le lieu même de l'accident. Déjà à 10 h, le concert a démarré. Et puis après, la grande communauté chinoise a assisté à un défilé de motards. Un défilé de motards avec différentes sortes d'animations un peu partout dans la ville. Cela dit, l'événement majeur et marquant que vous deviez retenir, eh bien, il s'agit du grand concert qu'a donné l'orchestre et les danseurs du président de la Chine. Voilà un peu pour l'actualité du décès de Didier Arafat, mais événement dans événement, affairage sur affairage. Là, c'était pas fini. Je ne peux quand même pas manquer de vous informer. Vous savez, lors de ce concert-là, il y a eu des anciens amis à Didier Arafat qui sont devenus des ennemis. Ils étaient amis, mais juste après la mort d'Arafat, ils sont devenus des ennemis. Et la rancœur silencieuse a été entretenue entre Anno Jaguar, l'ex-manager du Dai Shikan, et Neguer, un proche d'Arafat Didier, qui était également le parrain de la Chine populaire. Il faut dire qu'une bagarre a éclaté comme ça quand le concert se déroulait. Une grande bagarre a éclaté entre ces amis-là au stade de Cocody à Angré. Les deux protagonistes se sont livrés à un violent pugilat provoquant du coup une grosse bousculade dans le public. Pour célébrer la mémoire de quelqu'un, ce n'est pas forcément la manière la plus souhaitée. Mais ça ressemble au personnage de toutes les façons. Un personnage sulfureux. Le timonier en chef de la Chine aurait adoré ça. Fan qu'il est du buzz. Aimons le buzz. Oui, et on reste très rapidement. Il faut juste dire pour finir que la police qui était présente sur les lieux a réussi à maîtriser la situation et à ramener l'ordre. Donc voilà, il fallait le dire parce que la bousculade n'est pas allée à son terme. Alors, on va terminer à présent avec du sport, oui, parce que affairiste, vous êtes, mais vous êtes aussi sportive. On parle du classement des joueurs les plus riches d'Afrique et Didier Drogba
pèserait 49 milliards 800 millions de francs CFA et occupe la seconde place. Exactement, Didier Drogba, lui là qu'on ne présente plus, et c'est un classement récent aussi, c'est un classement qui date du 11 août dernier. Donc même s'il a mis un terme à sa carrière internationale en 2014, Didier Drogba, l'ex-attaquant des Blues de Chelsea, demeure un acteur incontournable du monde du ballon rond. Rien d'étonnant, l'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire est un amoureux de football. Candidat à l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football, le joueur le plus célèbre de la Côte d'Ivoire fait non seulement partie des joueurs les plus talentueux, mais aussi des plus riches d'Afrique. La fortune de l'ex-buteur de Marseille est estimée à 90 millions de dollars, soit 49 milliards 8 millions de francs CFA. Il occupe 49 milliards 800 millions. Voilà, 800 millions. Il occupe la seconde place du classement des joueurs africains les plus riches. Juste derrière, Samuel Eto'o certainement. Ah, comment vous l'avez su? Donc, le Daizoko, comme les Ivoiriens aiment bien l'appeler. Voilà, ils sont dans le Dai. Il est devancé dans ce classement, comme vous le dites, par le Camerounais Samuel Eto'o, qui occupe la première place avec une fortune estimée à 77 milliards 500 millions de francs CFA. Donc, pour le top 5... Ah oui, l'écart est entre 77 milliards et 49 milliards. C'est pratiquement près de 30 milliards. Ouais. Et très rapidement pour le top 5, donc Samuel Eto'o en tête, Didier Drogba vient juste après, Yaya Touré est 3e et Tchéhi Emmanuel Adebayor, lui, il est 4e. Il y a un Béninois dedans? Non, il y a plutôt l'Égyptien Mohamed Salah qui ferme le top 5. Voilà, Aucun Béninois? Non, pas de Béninois. Bon, j'ai espéré lire Cessignon ou Michael Poté dans ce top-là. Steve Mounier, ou Steve Mounier, mais malheureusement, pour le moment... On n'avait pas poussé la Quaquatoire, il fallait aller vers les 120e et autres. Merci Jocelyne. Alors Jocelyne, les téléspectateurs vous en veulent, ils vous en veulent un tout petit peu. Ben pourquoi? Un petit peu, parce que vous n'avez pas parlé de notre compatriote Yves Cedro qui nous a quittés aussi il y a un an. C'était le 12 août. Yves Cedro nous a quittés. Nos pensées donc vont à l'égard donc de sa famille et de la famille épleurée justement. Un talentueux artiste, Nicanor. Tu n'es pas sans savoir qu'il était vraiment talentueux. Oui, mort également un jour de décès d'un autre grand artiste, Jonas Pedro, de regretter mémoire. Maestro s'en est allé, un jeune maestro aussi s'en est allé, Yves Cedro, très bon chanteur de charme, entre autres. Allez, merci à vous, messieurs. À présent, on va installer le forum de discussion. Messieurs, dames, sur le plateau, mais alors, pourquoi autant de familles monoparentales dans les rangs de la jeunesse d'aujourd'hui? On fait le débat parce que le constat devient de plus en plus, on va le dire ainsi, éloquent, dans le mauvais sens, justement. Beaucoup de familles monoparentales s'observent ça et là. La jeune dame a fait un enfant avec X, mais n'est plus avec lui, se marie à Y. 3 jours plus tard, quitte Y, se marie à Alpha. Pourquoi justement, Bruno, la prolifération de ces familles monoparentales dans les rangs de la jeunesse? Il faut déjà dire que c'est parce que les relations légères se prolifèrent aussi dans notre société, les relations non solides, les relations qui ne sont pas sincères, des relations basées sur autre chose que l'amour. Donc, je ne veux pas indexer les choses et donc ça aboutit à cela, des jeunes gens, comme vous l'avez dit, qui entrent dans des relations sans lendemain ou qui entrent dans des relations véritablement sans une vision. Donc, voilà, on y entre parce qu'on s'est croisé un soir et voilà, on ne sait plus et voilà, on se lance dans une aventure dont on n'a pas vraiment les tenants et aboutissants, mais on s'essaye. Et après, on se découvre, on se rend compte que peut-être, voilà, les choses ne peuvent pas marcher parce qu'on ne se supporte pas et des relations qui ne durent pas finalement. Et parfois, voilà, il y avait un fruit qui était déjà là, qui est donc un enfant, une petite fille ou un petit garçon. Et voilà, après, on se sépare et on laisse, bien entendu, l'enfant à la charge de l'un ou de l'autre des parents. Et ce qui est plus désagréable, c'est en fait la suite, l'attitude de l'un des parents ou parfois des deux parents qui est que
lorsqu'on a laissé peut-être l'enfant à la femme, on ne s'en occupe plus, on ne cherche plus à avoir de nouvelles de l'enfant, on ne cherche à rien savoir de l'enfant, on laisse carrément l'enfant à la charge de cette femme-là ou à la charge de l'homme si c'est voilà, la femme qui a décidé de casser la baraque. En fait, c'est la partie qui fait le plus mal. Déjà, pour un enfant, de ne pas être avec papa et maman, ça pose problème. Mais encore plus de savoir que voilà, le parent qui est absent ou qui s'est retiré de la relation ne cherche même plus à apporter son implication dans l'éducation de l'enfant, dans le soutien moral de l'enfant pour pouvoir lui trouver l'équilibre. C'est en fait ce qui est plus déplorable parce qu'après aussi, on ne peut pas condamner toujours les gens de s'être séparés parce qu'il y a plusieurs raisons. C'est vrai, on peut déplorer le fait que ça se multiplie, mais on ne peut pas toujours accuser les gens, enfin en vouloir aux gens de s'être séparés parce qu'ils ont des raisons souvent, même si parfois, voilà, des raisons sont vraiment voilà, à ne pas encourager, comme je l'ai dit d'entrée. Mais c'est l'attitude d'après, en fait, que moi je condamne surtout souvent. Lorsque l'enfant est laissé à un seul parent et qu'on fait comme si on n'a jamais connu cet enfant ou qu'on n'a jamais connu cette femme, c'est la partie qui est un peu dommage en fait. Ou l'inverse encore fait plus mal lorsqu'une femme qui a gardé un enfant pendant 9 mois peut abandonner ce même enfant-là à un papa et à la limite se comporter dans la société comme si elle n'a jamais accouché, comme si elle n'a jamais été enceinte d'un enfant. C'est à la limite inhumain parfois. Alors, Rebecca, qu'est-ce qui pourrait être à la base, selon vous, de ce dysfonctionnement quelque peu sociétal qu'on est en train d'observer? Moi, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Et déjà, je vais rebondir sur ce que Bruno a dit tout à l'heure. Je ne suis pas totalement d'accord. Alors là, ça commence. Pourquoi? Parce que Bruno disait, pour commencer, que il y a que beaucoup quittent ces genres de relations tout simplement parce que le but visé, même l'objectif du départ de cette relation n'est pas toujours l'amour. Non. Ou n'est pas toujours défini. N'est pas toujours défini. Moi, je dirais que l'amour ne garantit pas tout. L'amour ne veut pas dire qu'on va se sacrifier toute sa vie. L'amour ne veut pas dire qu'il faut vivre dans un couple, qu'il faut vivre dans une relation qui vous tue à petits coups. Des personnes toxiques. Des relations toxiques, voilà, des relations toxiques. Je dirais aussi qu'il y a ces femmes qui font ce choix-là. De juste avoir un enfant avec un monsieur. Mais pourquoi? Mais alors pourquoi? Non, mais c'est un choix. C'est un choix. Qu'est-ce qui peut être à la base de ce choix? Et tout le monde n'a pas le rêve, tout le monde ne nourrit pas l'ambition de vivre avec un homme toute sa vie. Il y en a qui font le choix ou qui ne veulent pas du tout. Il y en a d'abord même qui ne veulent pas avoir d'enfants. Il y a de ces genres de personnes-là. Mais il y en a aussi de ces genres de personnes qui veulent juste avoir un enfant qui va porter mon nom, qui va m'appeler maman ou bien qui va m'appeler papa. Et ensuite, je ne veux plus m'engager, je ne veux pas rester dans cette relation-là. Donc, il y a plusieurs aspects. Il y a aussi il y a la pression de la société. Quand, par exemple, une jeune fille qui a 25 ans et déjà à la maison, on lui dit, mais toi, tu ne présentes personne, toi, tu ne nous amènes personne. Et elle se dit, bon, ok, je dois amener quelqu'un pour satisfaire mes parents, je dois amener quelqu'un pour satisfaire mon entourage. Et donc, du coup, elle s'engage dans une relation qui, plus tard, lui est toxique. Donc, ne lui demandez pas de rester dedans. Il y a aussi ces jeunes filles-là qui sont battues par leur petite amie. Donc, il y a plusieurs aspects. Moi, je pense qu'il y a plusieurs aspects qui définissent plus tard le fait qu'on voit des familles monoparentales. Alors, Jocelyne, tu as écouté ta consoeur qui est juste à ta droite, qui est chinoise, donc... ta coéquipière eurogangueuse. Alors, dis-moi... Selon toi, qu'est-ce qui peut être à la base de ce que nous observons et justement du problème que nous posons sur ce plateau? Selon moi, déjà, c'est l'influence de l'Occident et puis l'avancée des choses parce que là, aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, donc il y a beaucoup de choses qui ne se tolèrent plus. Autant de nos moments, la patience, l'humilité étaient de mise. La soumission. La soumission également. Eh oui. Vous y allez tous les deux. La soumission également. Bruno, c'est un expérimenté. C'est un expérimenté. Je ne veux pas dire le nombre de galons qu'il a sur ses épaules.
Donc aujourd'hui, on remarque qu'il n'y a plus vraiment de patience. Là, notre jeune génération n'est plus assez patiente parce que dès qu'il y a une petite situation, on ne veut pas souffrir. En fait, c'est ne pas vouloir souffrir, vouloir son épanouissement coûte que coûte. Donc, toutes les fois quand il y a une situation, on préfère partir et être épanoui que de rester souffrir. Avant, au temps de nos moments, quand il y a une situation, elles restaient, elles supportaient, et puis il y a l'influence également de leurs parents. La famille, voilà, on dit non, tu ne peux pas partir parce que nos deux familles sont telles. Donc, il y a tous ces facteurs-là. Aujourd'hui, les gens ne voient plus les choses de cette façon. On se dit, quand ça ne va pas, mieux vaut partir. Donc, dès qu'il y a un petit bobo, dès qu'il y a une petite situation, on préfère partir et être épanoui. C'est ce qui justifie aujourd'hui la prolifération de ces familles monoparentales. Alors, Nicanor, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part ce discours, d'autres vous diront pseudo-féministes, qui estiment que, bon, voilà, l'émancipation de la femme passe par... enfin, on va dire, le terme aujourd'hui de féminisme est en train d'être galvaudé, où on assimile, on va dire, cette idéologie-là à une sorte de défiance, on va dire, de la société et surtout de l'homme, quand on sait que l'homme a un petit ego qui fait qu'il ne tolère pas un certain genre de comportement. Herman Amégan, moi, je ne voudrais pas dévoyer une idéologie qui a été des combats des plus grandes figures féministes, des plus grandes figures de femmes. Tout court d'abord, je pense à Olympe de Gouges, je pense à Simone de Beauvoir. Cela dit, sous le couvert de féminisme, ne recouvrons pas des implications diverses. La question n'est peut-être pas sous cet angle-là, elle n'est peut-être pas ailleurs, elle est dans les propos déjà abordés. Les causes en elles-mêmes ne m'intéressent pas tout particulièrement. Il y aura beaucoup à dire. Cela dit, moi je m'intéresse un peu plus au portrait social de ces familles dites monoparentales. Figurez-vous que on pense que 85% de ces familles monoparentales sont dirigées par des femmes et 11 à 15% par des hommes. Sous nos contrées, c'est beaucoup trop. Et qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie un train de vie moindre par rapport au niveau médian de vie. Ça veut dire un mal logement. C'est des études qui le prouvent. Un mal logement prononcé, une insertion professionnelle compliquée pour ces dirigeants de familles monoparentales et un revenu assez faible finalement pour éduquer le fruit issu de ces familles monoparentales. C'est cela la vraie interrogation pour moi et c'est cela le vrai regard de la société à poser sur ces familles monoparentales-là. Là est mon point de vue sur la question. Alors Bruno, le phénomène semble prendre de l'ampleur. Qu'est-ce qu'il faut véritablement ou comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour que les valeurs réintègrent quelque peu la société? C'est compliqué parce que la société est faite de tout et c'est ce qui fait aussi l'originalité de la société. Il faut tout pour faire la société. Malheureusement, il faut tout pour faire un monde. Voilà, tout ne peut pas être bon. Il faut du positif, du négatif, du bon, du moins bon. Et c'est tout ça qui forme la société. Non, mais je pense que les relations, comme je l'ai dit aujourd'hui, moi j'insiste dessus, les fondations des relations aujourd'hui ne sont pas pour la plupart solides. Et donc, mais quelque part, est-ce que ce n'est pas aussi la faillite de la famille? Quand je dis la faillite de la famille, c'est-à-dire que l'enfant appelé à être adulte plus tard est issu d'un cercle familial. Et donc, du coup, lorsqu'il est influencé par ce qui se passe donc, dans sa famille, il devient pareil ou carrément lorsque la famille démissionne de son éducation parce que si déjà à 17 ans, 18 ans, on vous dit bon, tu es assez majeur pour te débrouiller, est-ce que cela n'agit pas justement sur le comportement de ce garçon, de cette petite fille plus tard dans la société? Non, c'est clair ce que vous dites, c'est clair. Vu sous ce temps, oui, parce que nous sommes tous ici le reflet de ce que nous avons reçu en famille comme éducation, les expériences que nous avons vues, ce que nous avons vu en grandissant, ce que nous avons appris en grandissant.
Donc, si vous êtes, voilà, si vous avez été élevé seul par votre maman et que vous êtes une petite fille, en grandissant, vous n'avez pas vu papa à côté, vous avez vu maman se battre tout le temps, c'est logique que dans la vie, vous ayez une aversion, ou que vous ayez en tête que vous êtes capable de vous assumer toute seule, même avec un enfant, que vous pouvez le faire parce que l'exemple est là à côté, vous avez vu maman le faire. Donc parfois aussi, nos familles, ce que nous avons vu en grandissant, nous influencent dans ce sens, mais pas toujours. Le choix de vie, il doit être nuancé, il doit être essentiellement orienté vers le bonheur. Le modèle classique de la maman et du papa et des enfants comme modèle social n'est pas forcément celui adapté à tout le monde. Il y a des familles monoparentales dans lesquelles chaque membre est heureux. Mais alors, Rebecca, sous un autre angle, on le sait, c'est une prescription, d'autres vous diront, religieuse. On ne doit pas être seul, c'est ça? Enfin, je n'ai jamais dit, mais l'idéal serait que voilà, deux personnes se mettent ensemble pour... L'idéal, c'est ça. L'idéal, c'est ça, mais il ne faut jamais imposer ça. Non, l'idéal, c'est ça, mais il ne faut jamais imposer ça. Il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps. Il faut rien faire... ne presse. Après, pas vieillir non plus. Mais si tu vieillis, que c'est ton choix. Mais j'insiste sur le choix. On est d'accord. En fait, pour vous, l'important, c'est d'abord le libre arbitre et le bonheur personnel. Et le bonheur personnel. Il faut asseoir les bases de la relation. Et Bruno le disait tout à l'heure, c'est important. Il ne faut jamais se précipiter. C'est surtout ça aujourd'hui, quand on est avec X ou bien Y, on veut à tout prix que tout aille vite. Demain, on se rencontre aujourd'hui. Demain, on va rencontrer les parents. Après, demain, on s'installe ensemble. Et 3 jours plus tard, c'est déjà... à la maison. Oui, on retourne à la maison. Il y a des cas aussi qui prédestinent à cela de façon presque inévitable. Il y a des situations, voilà... très rapidement, voilà, la famille monoparentale, c'est presque inévitable parce que lorsque vous êtes un homme, que vous n'avez pas encore de quoi vous assumer vous-même dans la société et que vous allez, voilà... Vous n'arrivez pas à se mais ne faites pas ça, justement. Très rapidement... On ne peut malheureusement pas l'interdire, comme je l'ai dit, c'est la société, il y a un peu de tout, que ce soit au lycée déjà, ça commence, etc. Voilà, donc... Arrêtons alors. L'autre aspect à ne pas négliger, à ne pas du tout omettre, c'est déjà les exigences religieuses dont vous parliez, parce qu'aujourd'hui, on remarque qu'il y a beaucoup de religions qui exigent que deux personnes se mettent ensemble. Donc, parfois, c'est un message que le pasteur ou le prêtre reçoit et dit, bon, j'ai vu que Pascal et Joliane doivent se mettre ensemble. Donc, quelques jours après le mariage est célébré, les deux personnes se mettent ensemble sans même se connaître et bienvenue les problèmes. Donc, il y a également ce phénomène-là qui prend de l'ampleur et qui favorise la chose dont on parle. On sent ça contre ces prescriptions religieuses. L'illuminé qui reçoit les messages ou le message du Seigneur. En fait, les voix du Seigneur sont impénétrables. Messieurs, merci. Merci en tout cas de m'avoir donné votre avis sur la question. Dernière escale, le quiz. Alors, on a aujourd'hui dans l'arène un gladiateur. On a Spartacus. Et quand il y a Spartacus dans l'arène, eh bien, le combat risque d'être acharné. Le combat risque d'être acharné. Et je sais qu'il y a également des gladiateurs tout aussi affinés. Allez, on va y aller. Mais je ne vais pas oser faire... les chroniqueuses contre les chroniqueurs. On va y aller en mixte. On va croiser. Les deux dames pistes. On fait des doublettes mixtes. Des doublettes mixtes. D'accord. Où tu souhaiterais? Non, c'est bon. Tu aurais souhaité? Non, c'est bon. Puisque la dernière fois, les femmes ensemble se sont imposées. Alors moi, je suis à votre service. Vous préférez quoi? Aujourd'hui, on peut équilibrer puisque la dernière fois, déjà, les femmes l'ont remporté. Donc... Allez, ne mettez pas les deux sportives ensemble. Allez, on croise du coup. Les deux sportifs, voilà, on croise. On croise. Les deux culturels et les deux sportifs. Non. Pas de culturels et sportifs. Pas de sportifs ensemble. Alors, les deux qui se font face. Voilà, c'est ça. Les face à face. Voici ma coéquipière. Mon coéquipier. Équipe A, équipe B. Tu deviendras bientôt chinois. Rebecca Bruno, équipe RB, donc... et Nicanor, Jocelyne, NJ. Équipe A, équipe B. Qui suis-je? Que suis-je? Il y a 5 questions pour déterminer un grand champion. Que suis-je?
Place mythique, ombragée, qui traduit l'expression de la résistance face à la colonisation et à l'impérialisme. J'ai servi au fil des années à des fins politiques. J'ai été utilisé comme base en 1974 par le gouvernement militaire révolutionnaire afin de proclamer mon programme d'idéologie marxiste-léniniste. La place du souvenir. Je voulais Si dire la place des c'est martyrs. une bonne réponse, Mais c'est la que vous place en du penchez souvenir. un point, mais malheureusement c'est une mauvaise Ah, réponse. c'est ailleurs. C'est en La place de 78, l'Étoile rouge. mauvaise réponse. C'est en 78 que les Dahoméens d'alors voient fièrement y être implantée la statue d'un héros de la lutte anti... Pardon? Non. C'est en 78, disais-je, que les Dahoméens d'alors voient fièrement y être implantée la statue d'un héros de la lutte anti... La place Goro. Ah ouais, la place Goro à l'image, donc à l'antenne, allez-y. C'est en 78 donc que les Dahoméens d'alors voient fièrement y être implantée la statue d'un héros de la lutte anti-impérialiste, digne fils de la dynastie d'Abomey, le roi Béanzin. Je suis la place Il y avait Goro. un discours sur le marxisme-léninisme là-bas. Il fallait le savoir. C'est intéressant. Que suis-je? Série télévisée américaine médiévale fantastique, créée par David Benioff. Arthur. Mauvaise réponse. Créée par David Benioff et D.B. Weiss. Il s'agit de l'adaptation de la série de romans écrits par George Martin depuis 1996. Saga. Alex. Mauvaise réponse toujours. Ah, George Martin. Saga réputée pour son réalisme et pour ses nombreuses inspirations tirées d'événements, lieux et personnages historiques réels. À travers ces personnages moralement ambigus, la série explore les sujets liés au pouvoir politique, au changement climatique, à la hiérarchie sociale, la religion, la guerre civile, la sexualité, à la violence en général. Là, c'est le dernier indice qui peut vous mettre la puce à l'oreille. La trame s'articule autour d'un seul trésor, la conquête du trône de fer. Game of Thrones. Game of Thrones. Attends, qui a gagné? Je suis Game of Thrones. Elle n'a rien dit. Game of Thrones. Game of Thrones. Le point attribué à Rebecca. Le point devait être partagé. Qui suis-je? Là, on parle à présent philosophie. Bruno, philosophie. Philosophie. Je suis né le 15 octobre 1800 à l'Est des 44, en Prusse. Élevé dans une famille luthérienne, je grandis dans la ville de Neubourg. À l'âge de 14 ans, mes résultats brillants m'envoient au collège de... Socrate. Non. Mauvaise non, réponse. On est plus récent. M'envoie donc au collège de Forta, une école protestante réservée à l'élite. Durant cette période, j'élabore mes premières réflexions sur la philosophie et la religion que je rejette de plus en plus. Friedrich Nietzsche. C'est une bonne réponse. Merci. J'ai beaucoup été influencé par Sophocle, Eschyle, Platon. C'est durant une période difficile de ma vie que je compose mon ouvrage intitulé « Humain trop humain », publié en mai 1878 en hommage au centenaire de la mort de Voltaire. Je suis classé dans la catégorie des philosophes athées. Mon plus célèbre ouvrage est Ainsi parlait Zarathustra. Je suis un philosophe allemand, je suis Friedrich Nietzsche. Musique à présent, musique des années 70. Bon, là, je crois que... Qui suis-je? Complètement Qui out. suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Je suis une figure au panthéon de la musique africaine. Après des débuts dans l'orchestre africain jazz de Grand Calais dans les années 50, je développe mon propre style influencé par la pop. Manu Dibango. Mauvaise réponse. Ah. Par la pop et le rhythm blues, je lance mes propres variantes de la rumba congolaise, notamment... Mauvaise réponse. Le Soum Djoum qui connaît un grand succès. Je décède d'un accident vasculaire cérébral le 30 novembre 2013 à l'âge de 73 ans. Manu. Non, non. Je suis, restez concentrés, mesdames, messieurs. Je suis le père du célèbre rappeur Franco. Taboulé Rochero. Taboulé Rochero. Je suis le père du célèbre rappeur franco-congolais Youssoufa. Je suis Taboulé Rochero. Les disques de mon Et père. dernière question. Combien Allez, on m'appelle, on me dit que c'est terminé, malheureusement. On a un vainqueur. Non, c'est deux partout. Je proclame. Avec solennité. Deux partout. Avec solennité que c'est deux partout. Merci donc à tout le monde. Merci Nicanor, merci Bruno, merci Jocelyne, merci Rebecca, merci aussi à Mylène, à Ariane Da Silva, à tous mes chroniqueurs. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné durant toute cette semaine. Françoise Insou, Daniel Ada, Christian Devochi, Guérin, Dako, un maître d'orchestre, Fernie, Boris, Adam. Oh, madame, monsieur, c'est fini pour la parenthèse de cette semaine. On se retrouve lundi. Lundi, quand il sonnera très exactement 7 heures. D'ici à là, portez-vous très bien parce que vous le savez, sans vous, eh bien, nous n'existons pas.